Eh bien bonjour à tous, on est ici au ministère de la Santé. Ça rigole pas parce qu'on est au colloque voilà, qui concerne le sujet de la dyspraxie. Et voilà, je suis venu rendre visite, dire bonjour à tout le monde et diffuser le film qu'on avait réalisé il y a quelques années pour justement présenter ce trouble encore trop méconnu. Donc voilà, et puis on a discuté, appris des choses sur l'insertion professionnelle, sur la formation, sur l'accompagnement des enfants et jeunes adultes atteints de dyspraxie. Voilà, moi je suis toujours heureux de participer, d'être toujours parrain de cette association, de permettre, comme je le peux, d'essayer de sensibiliser un peu plus aux troubles de la dyspraxie. Et voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Les élus, parce qu'ils ont un rôle important, essentiel à jouer, comme tous d'ailleurs, comme on a parlé d'un travail ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, on est là pour le bien-être de chacun dans notre ville. Et je pense qu'on peut accompagner, aider, faire partie d'un partenariat à la fois avec les associations, avec les membres de l'hôpital, avec l'éducation nationale, pour faire un travail cohérent et dans l'intérêt de tous les enfants et de ces enfants plus particulièrement. Merci. Moi, je suis très heureux d'être là aujourd'hui sur l'invitation d'Alain Demange et de Vincent Marron dans le cadre de cette journée nationale sur les troubles des coordinations. Et ça me donne également l'occasion de pouvoir présenter une expérimentation en cours en région Occitanie, qui est une expérimentation sur des nouveaux modes d'organisation des soins et sur le financement direct par l'assurance maladie des bilans et des rééducations pour les enfants présentant des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Donc c'est une réflexion en profondeur, c'est aller vers un dispositif qui puisse être généralisé au long terme, qui soit complémentaire des plateformes de coordination et d'orientation, les PCO, et qui normalement devrait préfigurer dans une échéance de 1 à 2 ans le déploiement au niveau national de l'accès aux soins pour les enfants dyspraxiques notamment. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonjour, alors moi c'est Véronique Bancel, voilà, je suis bénévole à DFD depuis sa création, depuis donc une dizaine d'années. Je suis maman d'un jeune adulte dyspraxique et je suis aussi voilà, enseignante, formatrice et formatrice d'enseignants. Et voilà, j'ai participé à ce colloque pour présenter les difficultés que rencontrent les enseignants au quotidien dans la prise en charge des jeunes dyspraxiques et de leur volonté aussi de se former pour mieux comprendre et mieux accompagner ces enfants qui sont en souffrance. Et ma parole, celle que je voulais apporter aujourd'hui, c'est de dire aussi que les enseignants sont en souffrance. La plupart des personnes que je rencontre dans les stages que j'organise sont très impliquées, ont vraiment envie d'aider. Mais voilà, il manque de moyens, il manque d'outils, il manque surtout de temps voilà, pour réfléchir ensemble et proposer des solutions adaptées à tous les profils d'enfants différents qu'ils rencontrent aujourd'hui dans l'école inclusive. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus, mais en tout cas merci de ce petit reportage. Et puis voilà, j'espère que ce genre de journée va pouvoir contribuer à améliorer la connaissance de la dyspraxie, c'est le but. Et puis reconnaître aussi l'implication des professionnels, parce que je sais qu'en étant maman moi-même, je sais qu'on est en attente de réponses rapides et efficaces et que malheureusement, même si les choses ont beaucoup évolué, il y a encore un grand travail à faire. Et donc merci à tous les bénévoles du DFD de nous accompagner voilà, dans ce challenge. Merci beaucoup. Je suis Caroline Huron, je suis chercheuse à l'INSERM, spécialiste de la dyspraxie, et je suis présidente de l'association Cartable Fantastique qui facilite la scolarité des enfants dyspraxiques. Et donc je suis venue au colloque à l'invitation de l'équipe de DFD dans le but de présenter une partie des résultats de l'expertise collective INSERM. Donc l'idée c'était de montrer où on en est dans les résultats de la recherche actuellement et qu'est-ce qui manque. Donc on a parlé de l'épidémiologie, on a constaté qu'il n'y avait pas d'études permettant de dénombrer le nombre d'enfants dyspraxiques en France par exemple et donc il faudrait la faire. On a parlé des prises en charge et du manque de preuves sur ces prises en charge, de la nécessité
d'en développer davantage pour mieux connaître quelles sont les prises en charge qui pourraient aider les enfants. On a parlé des difficultés scolaires, des moyens de remédiation, des moyens de compensation. Voilà. Et puis on a parlé de la qualité de vie, c'est-à-dire l'impact que tout ça a sur le bien-être mental et la qualité de vie des familles. Ce qui m'a permis d'introduire une étude qu'on va réaliser en collaboration avec Émilie Cap sur les familles, le bien-être des familles d'enfants dyspraxiques françaises, parce qu'il n'y a pas eu ce type d'étude encore. Je suis Serge Thomaset, je travaille sur les logiques inclusives et l'intermétier. Je suis heureux d'être invité à ce colloque et je remercie Dyspraxie France 10 parce que effectivement nous avons besoin de travailler collectivement pour trouver des réponses qui soient à la fois des réponses adaptées aux besoins de tous les élèves, dont les enfants porteurs de dys et notamment de dyspraxie, et qui soient aussi des réponses qui soient compatibles avec les logiques scolaires. Pour cela, le travail avec les associations est fondamental parce qu'elles sont porteurs d'un certain nombre de savoirs, celles des familles adhérentes, bien évidemment, mais aussi de tout ce qu'elles ont pu capitaliser en termes de recherche, de réseau, de partenariat. Donc, le travail avec les associations, pour moi, est quelque chose de fondamental. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Sandra Todorovic et je suis éditrice, donc éditrice multidyslexique à destination des lecteurs empêchés. La maison d'édition s'appelle ZTL Zetoulu et si je suis là aujourd'hui sur ce colloque invité par Dyspraxie France 10, c'est pour justement pouvoir aider les jeunes lecteurs qui, comme moi, ont eu des difficultés dans leurs apprentissages. Donc merci beaucoup pour cette invitation et belle lecture à tous. D'abord, je voudrais féliciter l'ensemble des organisateurs, et en particulier donc l'association qui a organisé cette journée, qui a été une journée extrêmement riche. J'ai trouvé notamment que les différentes tables rondes à la fois étaient source d'espoir et en même temps source d'avenir. Il y a eu à chaque fois des présentations tout à fait intéressantes et en même temps des présentations qui montrent comment et combien le terrain est réactif par rapport à des initiatives, mais en même temps avec une forme de lucidité, parce qu'on sait très bien qu'il y a ici ou là des marges de progrès à faire, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient organisationnelles ou qu'elles soient d'initiatives particulières. Bon, ça c'est mon premier message. Le deuxième message, je voudrais quand même insister sur le fait que depuis 20 ans finalement qu'on parle des dys, et là je parle en tant qu'à la fois auteur d'un rapport qui a maintenant 20 ans et puis président du conseil scientifique de la FF10, je note qu'il y a un changement de paradigme. Et c'est extrêmement important d'avoir ça en tête dans toutes les initiatives que nous avons. Le changement de paradigme, ce n'est pas de flécher les enfants et les adultes en fonction de leur pathologie, mais c'est de pouvoir au mieux répondre à leurs besoins effectifs qui soient exprimés ou qui ne soient pas exprimés. Ce changement de paradigme doit induire des évolutions de pratique de l'ensemble des professionnels de santé, de l'ensemble des professionnels de l'éducation, mais aussi du monde de l'entreprise, pour que nous soyons de plus en plus vers une société de plus en plus inclusive. Et pour que cette société soit de plus en plus inclusive, moi j'estime qu'il y a deux conditions importantes. Au-delà de ce changement de paradigme, la première condition, il est clair, c'est que nous devons de plus en plus décloisonner, c'est-à-dire travailler ensemble. Travailler ensemble entre les gens de la santé et les gens de l'éducation, travailler ensemble entre les gens de la santé et les gens du travail, travailler ensemble entre le temps scolaire et le temps périscolaire, entre le temps, si je puis dire, de formation et le temps de vie sociale. On voit bien qu'il y a une urgence accrue dans le décloisonnement finalement de l'ensemble des professionnels et dans une idée extrêmement simple. Travailler en équipe, pluridisciplinarité. Plus je travaille en équipe, plus je suis pluridisciplinaire, meilleures seront alors la qualité des réponses dont je parlais tout à l'heure. Puis la deuxième condition, au-delà du changement de paradigme, c'est considérons les familles
qui par nature souffrent parce que leur enfant n'est pas comme ils l'auraient souhaité. Mais cette souffrance-là, force est de constater qu'ils deviennent finalement experts de vie de leur enfant. Et parce qu'ils sont experts de vie, il faut davantage les associer à chacune des étapes du parcours. Que ce soit le parcours de soins, que ce soit le parcours scolaire, que ce soit le parcours au travail, voire même le parcours social. Leur expertise est contributive en quelque sorte des meilleures réponses adaptées à chacun des cas de leur propre enfant. Enfin, pour terminer, à travers ce que j'ai entendu tout au long de cette journée, il y a, me semble-t-il, des marges de progrès. C'est une note d'avenir. C'est pas simplement de constater que ça va pas. C'est de se projeter de manière positive, ce qui est quand même un petit peu différent dans la manière d'appréhender le problème. Et de se projeter de manière positive, il y a sans doute 4 marges de progrès. La première, dans cette deux cloisonnements des professionnels, je pense qu'il faut développer des formations intermétiers, particulièrement entre les personnels de soins, de santé, et puis naturellement les personnels de l'éducation. La deuxième inflexion, on a de plus en plus, grâce aux efforts de tous, et en particulier les institutions, y compris l'État qui a légiféré, que ce soit la loi de 2005, ou que ce soit les lois de l'école de 2013 et de 2019, ou que ce soit les lois du travail de 2016, on a créé peu à peu une sorte d'écosystème finalement, d'écosystème des réponses pour les enfants et les adultes dys, et en particulier dyspraxiques. Cet écosystème a besoin davantage de fluidité, d'une part, mais il a aussi sans doute besoin d'être mieux une maille du territoire, dans le souci de l'équité de réponse sur l'ensemble du territoire national. Troisième remarque, troisième marche de progrès, je pense qu'aujourd'hui, des efforts très importants sont faits sur l'accompagnement des enfants. Il y a toujours encore à faire, le problème n'est pas là. Mais je trouve qu'il y a une forme de rupture dans le parcours de vie de l'enfant et de l'adolescent et de l'adulte. Quand je parle de rupture, je parle de cet âge particulier qu'est l'adulte, parce qu'il y a à la fois une dimension travail, parce qu'il y a à la fois une dimension psychologique, parce qu'il y a à la fois une dimension sociale. Et singulièrement, nous devons sans doute nous atteler davantage aujourd'hui à améliorer les réponses pour l'ensemble des adultes porteurs d'un trouble dys, porteurs d'un trouble dyspraxique. Enfin, quatrième remarque, je pense que dans les progrès qu'il y a encore à faire, le système de financement de l'ensemble des intervenants, je pense que ce soit les thérapeutes ou les intervenants éducatifs, doit être davantage harmonisé et faire en sorte que, parce qu'il y a une reconnaissance finalement de la qualité professionnelle des intervenants par rapport à un financement, on améliore du coup et la prise en charge et on réduit par conséquent les délais de prise en charge. Enfin, pour terminer, je voudrais dire combien le milieu associatif, donc votre association, les fédérations, que ce soit la vôtre, la FF10, etc., sont essentiels pour faire bouger un peu le système. Mais vous êtes à la fois des aiguillons, mais vous êtes aussi des porteurs d'idées, si je puis dire, et des porteurs d'initiatives. On le voit bien de la manière dont les choses sont structurées. Et je ne peux que exprimer des vœux de renouvellement de ce type d'initiative telle qu'on vient de le voir aujourd'hui. Merci beaucoup.